De retour dans votre émission, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre et vous le savez, maintenant tous les mercredis c'est un rendez-vous incontournable avec Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Katia. Tu vas bien Bertrand? Ça va super bien, mieux ça serait de trop. On verra que ça. Alors ce qui est bien c'est que à chaque fois que tu viens le mercredi, le plateau est un vrai jardin. Donc là ce soir tu nous parles des plantes de bord de mer. Exactement, on a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent du côté de Ouistreham, Courseulles-sur-Mer, enfin sur la côte de Nacre. Et donc ce soir, eh bien, on va s'intéresser à eux, surtout à ce qu'ils peuvent planter dans leur jardin, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui peuvent tenir à l'air salin au bord de la mer. Donc on en a apporté là, puis on va les passer en revue. Et puis avant tout ça, eh bien, on va regarder notre petit clin d'œil. Cette fois-ci, c'est pas moi qui vais le faire, le clin d'œil. Le jeune homme s'appelle Johan, il fait partie du lycée horticole de Saint-Gabriel-Brécy, et il va nous faire voir comment rempoter une plante d'appartement. C'est parti. Parfait, on regarde. Alors, dans la vie rêvée des plantes, il y a toujours une petite période délicate, c'est le rempotage. Comment rempoter une plante d'appartement? Alors là, en l'occurrence, on va parler du cyclamen, et je suis avec Johan, je vais vous le présenter. Johan qui est en première année de BEP et qui va nous faire voir comment rempoter une plante d'appartement. Bonjour Johan. Bonjour. Alors vas-y, tu peux commencer, et puis... On prend le cyclamen, on le nettoie, on enlève les feuilles mortes et les fleurs. C'est important de le nettoyer comme ça, ouais. Bah oui, vu que la maladie se retransmet après, donc puis ça permet qu'il soit joli. Donc voilà. Puis après on prend le pot. Ah voilà, alors ça c'est important, tu retournes carrément la plante alors. Oui. Vas-y, tu peux nous montrer? Comme ça. Donc voilà. Alors là tu viens de casser le pot, c'est pas grave, c'est des pots plastiques qui sont amenés de jeter. On met un peu de terre au fond. D'accord, donc là on a un pot qui est un petit peu plus gros alors. Oui. Donc on met la plante. Et, on met plein de terre autour. Voilà. Puis on tasse bien sur les bords. Et donc maintenant qu'il est rempoté, ton cyclamen, tu vas faire quoi? Bah je vais l'arroser. D'accord, bah vas-y, c'est parti. Attends, je vais t'aider, on va la tourner, voilà. Parce qu'il y en a partout. Donc l'eau, ça va faire quoi? Ça va aider la motte à se tenir, ça va tasser aussi un petit peu le terreau? Voilà. Voilà, bah c'est super. Bon alors maintenant, vous savez comment rempoter un cyclamen, en l'occurrence, vous pouvez le faire pour beaucoup d'autres plantes. Et ben Johan, merci de ta gentillesse. Et puis bonne continuation. Merci. Et voilà, donc maintenant que l'on sait, grâce à Johan, mais également à toi Bertrand, comment on rempote notamment un cyclamen, c'est ça? C'était un cyclamen, C'était un cyclamen. Oui, cyclamen d'intérieur là. Bon, eh bien maintenant tu vas nous expliquer non pas comment on peut rempoter, mais comment on plante tout simplement des plantes de bord de mer, donc qui apprécient l'air marin. Oui, enfin qui tiennent à l'air marin, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'on a énormément de mal à tenir les plantes en bord de mer. Alors la résistance, évidemment, elle est assez aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a au bout de quelques années, bien souvent les végétaux, si tu ne changes pas la terre, tu as du mal à les tenir. Alors sur ta gauche, tu as le fameux laurier rose. Alors je fais mon prof avec. Mais non, ça fait très maître d'école. Tu sais, tu ne me tapes pas, Bertrand. Mais alors là, pour le cadreur, c'est extra. Il est à côté de moi. Le laurier rose, donc Nerium oleander, qui est une plante typique de bord de mer. Alors, vu que, par exemple, l'hiver dernier, là, pas gelé beaucoup en bord de mer, tu aurais pu tout à fait laisser le laurier rose dehors, il aurait tenu. Alors évidemment, l'hiver, eh bien, on le protège avec un voile d'hivernage qu'on appelle les voiles de mariée. C'est un petit voile, donc quand la météo t'annonce des températures en dessous de zéro, eh bien, tu l'entoures avec son voile, tu l'attaches, le temps du froid, quoi. Et puis surtout bien penser en fin d'été quand il a fini de fleurir, eh bien le tailler un petit peu pour qu'il se ramifie, puis qu'il te refasse des fleurs chaque année. Il faut bien penser à le tailler parce que sinon, il monte en vieux bois et puis il a du mal à fleurir. Bertrand, le laurier rose fait systématiquement des fleurs roses? Ah non, il y a des lauriers roses, très bonne question, parce qu'il y a des lauriers roses blancs, il y a du rouge, il y a du rose. En fait, laurier rose, c'est son appellation française. Mais après, non, il décline toutes sortes de couleurs. Toutes sortes de couleurs. Et tu peux même le faire en haie, c'est très joli. Alors, devant toi, là, tu allais, hop, tu reprends ma petite baguette pour Julien. Julien, si tu te trompes de plante, c'est pas possible.
Tu as l'escalonia. Alors l'escalonia qui lui fait des magnifiques fleurs roses dès la fin de l'hiver et pendant tout le printemps. Hein. C'est un végétal qui est absolument pas compliqué, que tu peux tailler, que tu peux même rabattre assez sévèrement et qui a tendance à tenir assez bien en bord de mer. Alors avec les embruns marins, il fait toujours quelques petites feuilles jaunes, mais tu vas quand même arriver à avoir de la fleur puis avoir un végétal assez correct dans ton jardin en bord de la mer, quoi. Alors la lavande évidemment, hop, qui est là avec son petit feuillage gris. Ah, ça a pas Alors, vraiment la forme de la lavande qu'on a l'habitude de voir habituellement? Alors celle-ci, c'est Lavandula angustifolia, c'est-à-dire qu'elle a les feuilles étroites. Hein. Tu as l'habitude de voir la lavande qui a les feuilles beaucoup plus larges, hein, mais il y a des lavandes, tu en as plusieurs variétés. Hein. Alors donc tu peux apercevoir le feuillage gris-bleu de la lavande. Alors donc c'est vrai qu'au départ c'est une petite plante, mais après ça devient un arbuste. Hein. Alors le feuillage gris-bleu t'indique qu'elle a une très forte résistance à la sécheresse, donc elle va être parfaite en bord de mer. Hein. Ça pousse très très bien en bord de la mer. Devant moi aussi, on peut Alors juste une question, Bertrand. Est-ce que cette lavande-là fait des fleurs qui sentent aussi bon que l'autre variété de lavande? Ah oui. L'angustifolia est même utilisé en parfumerie. Hein. C'est-à-dire qu'au même titre que l'œillet ou le chèvrefeuille, on l'utilise pour fabriquer des parfums. Je pense même qu'elle sent plus que la traditionnelle. Hein. Donc, voilà. Alors le sénécio qui est devant moi. Sénécio maritime, hein, donc maritima comme son nom l'indique, et il adore. T'es pas obligé de prendre ta grande baguette, il est juste devant toi. Il est là, Julien. Donc un joli feuillage gris-bleu. Alors là, on est plutôt dans la famille des composés comme la pâquerette. Hein, donc elle va faire des jolies fleurs jaunes pareil au printemps. Alors ça, c'est plutôt pour tu vas pouvoir les planter en massif. Et c'est pareil, c'est des plantes qui en vieillissant, eh bien prennent un joli volume hein, et puis deviennent des petits arbustes. Alors quand tu dis en vieillissant et des petits arbustes, c'est-à-dire en termes de nombre d'années, ça équivaut à quoi? 2 ou 3 ans. Hein, ah oui, donc c'est relativement court. Hein. Ah oui, c'est court. C'est-à-dire qu'au départ, le bois est herbacé. Hein, c'est-à-dire que c'est plutôt frais et mou. Et puis au fur et à mesure, on dit que le bois s'aoûte, hein, c'est-à-dire qu'il se durcit, se lignifie, donc il devient du bois et ça devient des petits arbustes. Hein. Tu as beaucoup de plantes vivaces comme ça qui au fur et à mesure du temps deviennent des petits arbustes. Hein, et dans leur pays d'origine, sont des arbustes. Qui est? Pardon? Le pays d'origine de cette plante? Ça viendrait bien de chez nous. Hein. Je pense que ça vient d'Europe, oui, parce que ça pousse sur les littorales, donc on doit en trouver en Europe. L'abélia. Alors l'abélia qui est une magnifique plante en plus qui a une couleur très sensuelle, c'est très romantique la couleur de l'abélia, c'est un rose très romantique, on appelle d'ailleurs ça un rose romantique. Ça fait des petites clochettes de fleurs alors dès le début du printemps et puis ça fleurit pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que chaque fois que ça fane, tu as des nouvelles fleurs qui arrivent derrière à chaque fois. C'est un arbuste qui est exceptionnel. C'est dommage, oui, qu'on puisse pas les voir fleuris, parce que c'est pas du tout l'époque, évidemment. Hein. Bah là, on est en période de plantation, donc faut faire confiance à son pépiniériste. Hein, et puis c'est lui qui t'indique comment est la fleur. Mais bon, tu vas planter maintenant et tu découvriras au printemps. Ça peut être aussi sympa de découvrir. Hein. Mais bon, tu prends un bouquin, tu regardes. Généralement, tu as les fleurs dans le bouquin. Tu peux voir la fleur de l'abélia, par exemple. C'est assez facile à trouver, quoi. Toutes les plantes que tu nous as présentées, ce sont des plantes à planter maintenant, fin novembre, début décembre. Ah tout à fait, oui. Et tu as tout l'hiver, hein. Tu vois, ils sont cultivés en container, donc tu as tout l'hiver pour les planter. Simplement, tu vas les planter un jour de non-gel, hein. C'est-à-dire que on ne plante jamais quand il gèle. Si tu emmènes de la terre gelée avec ta plante au fond du trou, tu la fais crever, hein. C'est-à-dire qu'elle reprendra jamais. Donc on plante toujours, faut qu'il fasse au moins 3 ou 4 degrés, quoi. Hein. Voilà, pas en dessous. Hein. Alors une plante très connue aussi ici, qui est plutôt grimpante, mais qui pousse très bien en bord de mer si tu as un grillage à garnir. Si on ne lui enlève pas son tuteur. Si on n'y enlève pas son tuteur, c'est vrai. C'est la passiflore. Hein. Alors la passiflore qui est une plante grimpante qui par la suite évidemment fait des fruits qui sont les fruits de la passion. Et la fleur est biblique hein, puisque dans la fleur, eh bien ça représente la couronne épineuse du Christ, les clous de la crucifixion avec le marteau. Hein, donc c'est une fleur qui est très biblique et qui est très jolie à voir. Le tamaris, alors ça tout le monde connaît. Hein. Tu nous l'as pas mis en valeur, là. La pauvre, elle est avachée sur la table. Oui, mais j'avais besoin du tuteur pour Julien. Donc, le tamaris, alors qui lui est semi-persistant, pratiquement caduc, hein, donc qui a perdu toutes ses feuilles en ce moment. Hein. Mais alors le tamaris, ça c'est l'arbuste typique de bord de mer. Hein. Alors tu as plusieurs séries de tamaris, mais tu as surtout la série des germanica qui vont fleurir plutôt en fin de printemps et la série des africana qui fleuriront en plein été. Hein. Ça te fait des fleurs roses très très jolies, c'est très vaporeux, c'est magnifique. Hein. Est-ce que c'est celui-ci que l'on voit régulièrement plus ou moins sur les dunes? Exactement. C'est ça. Hein, oui, tu en as beaucoup en bord de mer. Et alors, tu vois, là, il y a on voit les tailles au sécateur.
L'avantage, hein, c'est que même si un jour il prend un petit peu de gelée ou tu as des embruns qui ont fini par faire brûler le bois, il suffit de redescendre au sécateur toutes les branches, hein, et ça repart l'année d'après, ça repart systématiquement. Alors là, on a un arbuste qui est sensationnel. C'est l'Arbustus unedo, c'est l'arbre aux fraises, hein, qui est là. Pourquoi il est exceptionnel? Parce que lui, il pousse au bord de la mer. Il fait ensuite des petits fruits couleur jaune qui vont tourner au rouge, hein, pour ça qu'on appelle ça l'arbre aux fraises, et qui sont comestibles. Hein, voilà. Donc c'est l'arbousier. Il y a beaucoup de gens qui mangent de la confiture d'arbousier ou qui ont déjà mangé le fruit de l'arbousier. Quel goût ça a? Ça a un goût très acidulé. Ah, mais c'est super, c'est super. Alors ça prend un très gros volume, ça devient un arbre absolument magnifique. Et puis tu vois, regarde, on a les clochettes, là on a des fleurs, hein, qui commencent à arriver. Ah oui, oui, effectivement. Oui. Ah, voilà. Et elles sont globuleuses. Ça va te faire tout un tas de clochettes globuleuses sur la plante. Alors ça fleurit blanc. Ça c'est vraiment un arbuste super. Le calystémon, qu'on appelle le rince-bouteille. Voilà, qui lui aussi pousse au bord de la mer et qui fleurit rouge. Alors lui, il fait comme un écouvillon, tu sais, pour nettoyer les bouteilles. Oui. Ça te fait un écouvillon, tout un tas de petites fleurs rouges. Ou les biberons. Ou les biberons, pourquoi pas, oui. C'est pour ça qu'on l'appelle le rince-bouteille. Bon, parfait. Bertrand, moi j'ai une question téléspectateur. Oui. Donc je vous rappelle que si vous souhaitez poser des questions à Bertrand, vous n'hésitez pas. Vous allez sur la boîte mail de Citizen Télé. On va vous mettre l'adresse là sur votre écran. Donc rédaction@citizentv.com pour vos questions. Alors là, écoutez, c'est Joël. Joël, qui en fait a un problème. Alors je vous lis ce qu'il écrit. J'ai un rhododendron planté en pleine terre qui a 15 ans et fait environ 2 mètres de diamètre. Il fleurissait bien avant, mais depuis 2 ans, les boutons se forment, mais il ne fleurit plus du tout. Et alors cette année, il a mis de l'engrais et en fait le rhododendron a fait une fleur. Donc il veut savoir pour qu'est-ce qu'il a. Oui, alors il va devoir faire plusieurs choses. Déjà, un petit surfaçage à la terre de bruyère. C'est-à-dire qu'à la griffe, il enlève, on va dire, 15-20 cm de terre de bruyère autour de son rhododendron. Et il amène un sac de terre de bruyère neuve et il le met au pied. Donc ça va déjà lui faire beaucoup de bien. Et ensuite, quand un rhododendron ne fleurit plus, faut faire comme s'il avait fleuri. Hein, c'est-à-dire comme s'il avait fait ses fleurs au printemps, donc bien souvent ça fleurit aux alentours du mois de juin, et donc au mois de juillet il le taille, et ça va le stimuler. Hein, donc le rhododendron va directement réémettre des jeunes pousses qui fleuriront l'année d'après. Donc il le taille, il fait un surfaçage à la terre de bruyère, il lui apporte un engrais. Alors je parle souvent des algues marines, mais c'est parfait, hein, pour le rhododendron. Et puis surtout il l'arrose à l'eau non calcaire, et généralement on arrive à le rattraper sur un an, on le rattrape. Voilà, Joël, vous avez toutes les informations. Merci, Bertrand. Mais de rien. On te retrouve la semaine prochaine, donc mercredi prochain. Avec plaisir.